Bonjour, vous écoutez Cruising Conversation, le podcast de Jeannot. Nous allons vous raconter une histoire extraordinaire, celle d'un tour de l'Atlantique en bateau et en famille pendant 1 an. Cette histoire, c'est celle de François-Xavier de Baubst, responsable marketing voile chez Jeannot. L'histoire d'un petit garçon qui a toujours aimé la mer. Et il l'aimait tellement qu'il en a fait son métier. De ses débuts en optimiste à ses études d'architecte naval, de ses premières navigations à la préparation minutieuse de son tour de l'Atlantique avec femme et enfants, vous allez suivre pas à pas son aventure et vous allez l'entendre, les rêves peuvent devenir réalité. Cruising Conversation. Alors évidemment, on ne part pas comme ça pour 1 an sur un coup de tête, surtout avec 2 enfants en bas âge. Il faut trouver le bateau, l'aménager, établir son budget pour 1 an, préparer son itinéraire. Mais avant de vous donner tous les conseils et les détails, nous allons replonger dans l'histoire de François-Xavier. Alors, je suis né en région parisienne, puisque mes parents étaient à leur début à Saint-Malo. Ma grand-mère, du côté de ma mère, en fait, était à Saint-Brieuc-sur-Mer, un village dans lequel il y a eu beaucoup de caporniers. Et donc, mon arrière-grand-père était capornier, officier de marine marchande. Et donc, je pense qu'en fait, les origines, on va dire, de la passion de la mer sont sûrement génétiques, peut-être. Non, elles viennent sûrement de là. Et en fait, je passais toutes mes vacances en Bretagne et en Normandie. Et donc j'ai commencé à faire des stages de voile assez jeune, je sais pas, vers 6-7 ans. Et puis voilà, enfin, c'est devenu une passion complète. Et donc à chaque vacances, je faisais un stage de voile, aussi bien les vacances d'été que les vacances d'hiver. Je sais que mon premier souvenir, c'était avec mon frère, qui a 5 ans de plus que moi. Et donc on était sûrement sur un optimiste à l'école de voile de Saint-Brieuc. Autant dire que mon frère faisait l'imbécile et que j'ai eu un peu peur. Il s'amusait à se cacher derrière les bateaux qui étaient au mouillage pour que le moniteur puisse pas nous retrouver. En fait, après, j'ai continué à faire des stages de voile avec mon cousin qui a à peu près le même âge que moi. On va dire de 8 à 12 ans, j'ai fait des stages de voile, donc à la Toussaint, et puis à Pâques et l'été. Et puis à 12 ans, en fait, mes parents se sont achetés un bateau. C'est un muscadet. Donc à l'âge de 12 ans, 11-12 ans, j'ai pu commencer à naviguer avec eux et à découvrir le monde de la croisière, et non pas du petit dériveur ou catamaran à voile. Et que j'ai continué par ailleurs, mais donc j'ai pu commencer à découvrir qu'on pouvait dormir et complètement vivre sur un bateau à partir du muscadet. Et puis à l'âge de 14 ans, mes parents me faisaient confiance et donc j'ai pu faire mes premières navigations avec des amis et en solo. Et donc par exemple, je suis allé dès l'âge de 14 ans à Chauzet, donc c'était une grande aventure pour moi. Voilà, c'était juste une navigation de 5 heures, hein. Et puis dormir sur place et revenir le lendemain. Mais voilà, c'était quand même très très magique. Ça y est, la passion est lancée. François-Xavier a le goût du grand large, de l'aventure et envie d'aller encore plus loin. Et puis il a aussi des modèles. Forcément, quand on commence à aimer la voile, eh bien, on regarde tous les départs forcément de la route du Rhum, du Vendée Globe. Comme on est à Saint-Brieuc, et donc c'est juste à côté de Saint-Malo, forcément on va traîner sur les pontons. Les Loïc Perron, Pierre Premier avec Florence Artaud, etc. Voilà, on baigne dans tout ce milieu, et puis ça nous fait rêver. Et puis on commence aussi en même temps à lire Bernard Moitessier et Éric Tabarly, etc. Et c'est vrai que petit à petit, on essaie de se trouver je sais pas un maître à penser, mais quelqu'un qui nous fait le rêver le plus. Et pour ma part, ça a été Bernard Moitessier, c'est-à-dire l'aventure et le bateau, c'est un moyen d'aller découvrir des civilisations, des pays, et pendant la navigation de pouvoir aussi se découvrir et découvrir ceux avec qui on navigue. Alors adolescent, il se rêve pilote d'hélicoptère dans l'armée pour suivre la voie familiale. Mais Jacques Chirac et sa réforme du service militaire éteindra quelque peu la flamme. Passionné par la mer depuis toujours, il se dirige alors naturellement vers le métier d'architecte naval. 7 années d'études plus tard en design industriel et architecte naval, il entre dans la vie active. Motivé, tenace même, il travaille durant 7 ans comme architecte naval à Paris et devient chef de projet.
Et c'est alors que son aventure avec Jeannot va commencer. Nous sommes en 2019. Et puis j'ai vu une annonce donc chez Jeannot pour être chef de produit. Et c'est vrai que plus ça allait, plus le contact avec les designers et architectes navals me manquait. Et donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'orchestrer peut-être un peu toute la musique. Et donc c'est vrai qu'au marketing produit, c'était l'occasion de travailler avec les experts et des architectes navals de la plaisance et des designers. Et donc voilà, c'est un métier vraiment passion et tous les jours on se lève avec le sourire. Voilà. Je suis rentré en 2019 chez Jeannot et donc ça fait 4 ans. Voilà. En fait, donc il y a du marketing. Pourquoi le marketing? Parce qu'on va analyser le marché. Donc on a la chance d'avoir un très bel historique chez Jeannot. Donc on a, je ne sais même pas combien de clients, mais on a fabriqué beaucoup de bateaux. Et on a la chance de pouvoir partager avec eux leurs besoins, pourquoi ils ont aimé leur bateau, pourquoi certains points ils n'ont pas aimé. Et donc on n'hésite pas à faire des enquêtes clients auprès d'eux et puis auprès de nos concessionnaires aussi. C'est des concessionnaires qui sont parfois de père en fils, donc ils sont vraiment très impliqués dans la marque Jeannot et c'est une très belle famille. Et donc voilà, on a beaucoup de données depuis des années et des années. Et puis on a eu la chance d'avoir Jeannot a eu la chance de lancer des bateaux de caractère et de succès, comme le Sangria, Pierre Ier, les Jeux 35, les sélections. Et donc avec toute cette histoire, on analyse le marché, les nouvelles tendances, on écoute les besoins des clients. Alors on lit parfois entre les lignes, et donc c'est ce qu'on a fait avec par exemple le dernier lancement de Jeannot, donc c'est le Jeannot Yacht 55. Et je pense qu'on a réussi à écouter nos clients et à répondre à leurs besoins sans qu'ils l'aient forcément formulé, mais c'est vraiment un bateau innovant et disruptif. Et donc voilà, on arrive à être innovant et à conserver cette place qui font que Jeannot fabrique encore des volets marins et qui sont bien cotés aujourd'hui, même à l'occasion. Voilà. Ça y est, vous connaissez donc François Xavier. Il a aujourd'hui 43 ans, il est marié, a 2 enfants, travaille donc depuis 3 ans comme responsable marketing voile chez Jeannot. Mais on est d'accord, c'est pas parce qu'on travaille dans la voile qu'on va forcément partir un an ou faire un tour de l'Atlantique. Alors comment on passe de l'envie, qu'on a tous finalement, à la concrétisation de ce projet? Quel a été le déclic? C'est la deuxième partie de notre épisode. Au tout départ, c'est Bernard Moitessier, en lisant ses livres, qui m'a donné envie de faire le tour du monde, comme lui. Et puis, ça reste un rêve pendant des années. Et puis, petit à petit, en fait, comme j'étais pas sûr de réussir mes études, en fait, je continuais de passer des diplômes de moniteur de voile. Donc, j'ai commencé avec le monocoque, le catamaran, la croisière hauturière. Et puis après, je suis allé presque jusqu'au brevet de patron de plaisance à la voile. Et c'est parce que je me suis dit, voilà, si je réussis pas mes études, je serai skipper pro. Et puis au final, mes études ont fonctionné. Mais en fait, c'était, on va dire, un double, voire triple diplôme qui me permet aujourd'hui de bien faire mon métier, c'est-à-dire de bien comprendre comment fonctionne la voile. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir régater en mini 650. Et donc de toucher un peu aussi à la régate en mini, grâce à, on va dire, un vieux loup de mer qui est un très très bon ami. Et donc voilà, et donc tout ça fait que on a toujours ça dans le coin de la tête. Et puis c'est lors du confinement avec ma femme, où en fait je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment? On n'a qu'une vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc je lui ai proposé, et puis elle m'a dit oui tout de suite, et parce qu'elle adore voyager. Et puis le bateau, on avait déjà, en fait chaque année on louait un voilier, et donc en Croatie, en Sicile. Et puis elle y a pris goût aussi. Et puis elle avait fait du catamaran quand elle était jeune aussi, dans le golfe du Morbihan, parce elle vient d'Arzon. Et donc on s'est dit, banco, ok c'est parti, on prépare. Et donc ce beau rêve, en fait, il se transforme vite en tableau Excel, en fait. Et donc j'ai passé
pas mal de temps sur un grand tableau Excel avec, en regardant, pas des tutos, mais en regardant des personnes qui étaient en cours ou qui avaient déjà fait le tour du monde. Et puis petit à petit, on s'oriente vers un tour de l'Atlantique parce qu'on a quand même enfin moi je souhaite conserver mon métier. Et donc une année sabbatique, c'est 11 mois. Et donc 11 mois, on n'a pas le temps de faire le tour du monde ou alors on n'a pas le temps de s'arrêter. Et donc le tour de l'Atlantique matchait plutôt bien avec ce timing, donc de prendre un an. Et donc voilà, donc j'ai regardé les alizés, etc. Et puis voilà, on a commencé à écrire le programme. Le projet de Tour de l'Atlantique est donc lancé. Il faut maintenant entrer dans le vif du sujet. Il faut du temps, un bateau et un budget. Et c'est d'ailleurs par là que tout commence. Alors le budget, en 3 grandes familles, donc il y a l'achat du bateau, neuf ou d'occasion, et sa préparation en 2e famille avec l'armement. Et ensuite, tout ce qu'on va dépenser mensuellement, chaque mois pendant cette année sabbatique. Si je détaille un peu plus cette 3e partie, donc on a l'assurance qui va être différente de celle qu'on peut avoir habituellement uniquement en France. Donc elle va prendre en compte le fait que c'est un tour de l'Atlantique en naviguant uniquement hors période cyclonique qui sont du 1er décembre au 1er juin. Ensuite, on a pris une assurance santé puisqu'on n'aura plus une mutuelle et prise en charge dès le premier euro dépensé. L'acte de francisation, donc comme d'habitude, chaque année pour le bateau. Tout ce qui va être visa, bateau immigration, donc dans les pays étrangers, donc ça peut aller de 2 euros à $300 par exemple pour les Bahamas. L'alimentation, alors en fonction des pays, des îles, etc. Globalement, en fait, on dépense à peu près la même chose qu'en France. Ensuite, on a un budget pour le bateau avec des pièces de rechange, des pièces qui cassent, des manilles, des poulies, le gazole aussi, et l'essence pour le moteur hors bord de l'annexe. Ensuite, on a un budget sortie pour les bus, location de voitures, les visites, parcs et réserves. Ensuite, on a un budget un peu d'hiver, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ensuite, le dernier point, c'est le budget communication. Donc, on a nos abonnements téléphoniques avec un forfait data européen et avec des gigas pour avoir la météo, etc. quand on est dans des pays où on reçoit la 4G ou la 5G. Et bien sûr, on essaie de se connecter au maximum au Wi-Fi. Et puis, on a pris un Iridium Go avec un abonnement illimité en data lorsqu'on fait des grandes traversées. Donc, par exemple, de Bretagne à Madère, pour la traversée de l'Atlantique, aller et retour. Et sinon, on a un abonnement lambda, j'ai envie de dire Iridium Go, pour conserver notre numéro de téléphone. Dans le prochain épisode, François-Xavier nous expliquera comment il a choisi son bateau, sur quels critères, les aménagements qu'il y a apportés pour y vivre pendant presque 1 an en toute sécurité avec ses 2 enfants encore très jeunes, puisque ses filles ont seulement 3 ans et 1 an et demi. Nous écouterons également sa femme, Marie-Stéphanie, co-capitaine de l'aventure. Au moment où vous écoutez ce podcast, la petite famille a pris la mer depuis fin août déjà. Ce sera donc l'occasion de prendre des nouvelles de leur première semaine en mer. À très bientôt dans Cruising Conversation, le podcast de Jeannot.